Bonjour et bienvenue sur Manga Adaptation. Aujourd'hui, on va parler de Kill la Kill. Alors Kill la Kill, c'est un animé d'action principalement basé sur le combat, produit par le studio Trigger et réalisé par Hiroyuki Imaishi en 2014. Cet animé raconte l'histoire de Matoi Ryuko, une adolescente de 17 ans qui arrive à l'académie Honnoji en quête de vengeance. Sur son chemin, elle sera aidée de la famille Mankanshoku, notamment de son ami Mako. Mais aussi de Senketsu, un kamui, c'est un habit vivant qui donne des pouvoirs à celui ou celle qui le porte. Dans ce monde, les principales armes sont des vêtements qui donnent des pouvoirs à leurs porteurs. Quand ils sont vivants, ce sont des kamui, sinon ce sont des uniformes Goku. Ryuko affrontera l'académie Honnoji avec à sa tête Kiryuin Satsuki, la présidente du conseil des élèves, ainsi que le conseil des 4 qui constitue sa garde rapprochée. Nous allons essayer de comprendre si on peut considérer que Kill la Kill est davantage qu'une parodie de shonen et de manga. Dans cette vidéo, nous allons parler uniquement des 24 épisodes qui composent cet animé, ainsi que le seul EAV de la série. Mais nous n'allons pas aborder les 3 tomes de son adaptation en version papier, car ils n'apportent rien de plus à l'œuvre originale. Kill la Kill utilise des codes de genre ou de sous-genre existants pour étoffer son univers, à commencer par le Neketsu. Le Neketsu est un sous-genre du manga particulièrement présent dans les shonen, qui raconte l'aventure d'un personnage masculin le plus souvent, qui combat le mal avec des coéquipiers rencontrés sur son chemin. Par exemple, dans Dragon Ball Z, Son Goku affronte Yamcha, qui par la suite deviendra son ami. Neketsu se traduit littéralement par Sancho, ce sang correspondant à la volonté ardente du ou des protagonistes. Dans Kill la Kill, le Neketsu est présent de par sa structure narrative. On le prend tellement à la lettre qu'on va jusqu'à représenter ce sang chaud sous forme de magma à l'image même du personnage qui bouillonne de volonté. Pour un exemple plus concret, l'anime nous dit lui-même qu'il parodie ou rend hommage au Neketsu, avec le personnage de Ryuko qui nous dit Cela ressemble à Dragon Ball Z avec ses Saiyans qui ont la même particularité. D'ailleurs, on en retrouve d'autres caractéristiques, comme la mise en scène et le dynamisme des combats. Même le nom Goku est présent dans cet animé. Kill la Kill joue avec les références du manga pour mieux faire passer ses idées. Ce n'est pas le seul média que cet animé se réapproprie. Le jeu vidéo est aussi très présent. On retrouve notamment des mécaniques propres au RPG et MMORPG. Le plus frappant, c'est les objets et la narration qui sont présentés comme des items et des quêtes de jeux vidéo, avec leur description. En outre, les personnages féminins comme Ryuko et Satsuki possèdent des armures surpuissantes mais qui ne cachent pas grand chose de leur corps, une caractéristique présente dans beaucoup de MMORPG. De manière plus globale, Ryuko affronte des adversaires lambda, puis moyens, de plus en plus forts, jusqu'aux boss de fin comme le Conseil des 4 et Satsuki, qui ont tous des pouvoirs spécifiques comme des boss de jeux vidéo. Pour résumer, cette œuvre utilise des codes préexistants d'une façon qui peut aller jusqu'à la parodie. L'extrême est une ligne directrice dans cet animé. Le plus frappant, c'est le soi-disant fanservice, mais on en reparlera plus tard. Les clubs de l'académie sont de nature multiple et sont tous mobilisés pour combattre Ryuko. C'est logique quand les combattants viennent du club de boxe ou de lutte sumo, mais c'est plus insolite quand il s'agit du club de jardinage ou d'occultisme. Ils représentent tous les extrêmes jusqu'au ridicule. De l'autre côté, les opposants de cet établissement, les Nudisto Beach, sont une organisation qui l'affronte. Ils sont nus en opposition avec les élèves d'Honnoji qui sont habillés, toujours en extrême à l'autre. On en voit aussi un exemple avec Tsumugu Kinagase, qui est un tueur d'habits badass, trop même, il enchaîne une même punchline. Mais c'est normal puisque c'est une parodie de personnages sombres et cool comme Ryo Saeba ou encore Golgo 13. L'extrémisme est utilisé pour montrer les oppositions entre les personnages et étendre le background. L'extrémisme est encore plus présent via la sexualisation des personnages. Cela peut être considéré comme du fanservice à cause de son omniprésence. Cependant, cela est plus que nuancé. L'extrémisme de l'anime se ressent également dans cette sexualisation. Les transformations des kamui sont volontairement très exagérées pour parodier le fanservice. Les kamui sont des armes pour combattre l'oppression représentée par les uniformes Goku, ce qui explique pourquoi les Goku sont très couvrants et les kamui très échancrés.
Cela donne un sentiment de nudité, mais habillé, un sentiment de puissance par la nudité. Ce qui est ironique puisqu'en étant presque nu, on est plus à découvert. Et puis à l'extrême, du côté sexuel, un personnage a un pouvoir qui lui permet d'encaisser des coups, ce qui lui donnera plus de force. C'est une sorte de pouvoir sadomasochiste où la douleur procure de l'énergie. Ne faire que dans l'extrême serait inutile, il faut le contrebalancer. La transformation de Ryuko est montrée comme malsaine pour la populace, ou encore comme une lubie comme les autres pour la famille Mankan-shoku. Donc c'est représenté comme quelque chose d'anormal. Également, et c'est rare, le fanservice dans cet animé n'est pas exclusivement tourné vers la gent masculine. De nombreux personnages masculins sont nudistes ou alors se retrouvent tout nus. Le fanservice n'est pas ciblé mais global. Finalement, le fanservice sert donc une vision artistique. De plus, cela n'abaisse pas les femmes. Comme dans Exaction, les femmes de Kill la Kill sont très fortes, physiquement et mentalement. On observe une hégémonie féminine qui n'a pas vraiment besoin d'aide masculine. Or, le fanservice est souvent quelque chose qui dessert les personnages féminins et les rabaisse au rang d'objets de désir. Ce n'est pas le cas ici. La sexualisation sert également à montrer le passage d'une adolescente à l'âge adulte. Au début du récit, on est avec Ryuko, une fille de 17 ans qui a perdu son père, donc sa figure paternelle, et qui cherche à se venger. Quand elle enfile le Kamui Sanketsu, il lui prend du sang, donc de l'énergie, pour fonctionner, comme quand une fille devient adulte et a ses règles. De plus, en mettant Sanketsu, elle doit accepter son corps, pour l'utiliser pleinement. Elle devient donc une femme. Comme Exaction, ce manga a un personnage adolescent qui voit toute une lubricité autour d'elle, avec des personnages tels que Eikuro Mikisugi, le chef des Nudisto Beach, qui est donc nudiste et se déshabille souvent devant Ryuko, qui est gêné ou s'en protège. On suivra son évolution au fil de l'anime, depuis le stade d'adolescente jusqu'au stade d'adulte accompli. À travers cette croissance, on nous présente un personnage intéressant car on grandit avec elle. Maintenant, attardons-nous sur ce qui fait la force de cet anime. Le visuel est l'élément le plus central dans Kill la Kill, c'est son pilier. Il est essentiel pour développer sa narration. Le rapport de force entre les personnages nous est montré par une échelle de taille qui met déjà une animosité entre les combattants et nous fait rentrer dans l'affrontement avant même qu'il commence. Kill la Kill peut aussi nous mettre mal à l'aise après nous avoir bien immergés, surtout grâce à des modifications colorimétriques comme des saturations. Cela nous sort de l'anime, ce qui crée un choc, mais il peut aussi nous marquer sans nous en sortir. Premièrement, pour nous faire vivre le passé des personnages, les flashbacks changent de format et d'étalonnage. Ils passent en 4 tiers et en filtre sépia, pour marquer le changement de temporalité. Deuxièmement, pour nous montrer l'importance de certaines scènes, l'image se fige et se transforme en peinture pour cet instant dans le temps, ce qui est une inspiration du manga Ashita no Jo. Après avoir parlé de la narration, il faut parler de la mise en scène des combats, qui structure ponctuellement le récit. L'animation des scènes de combat est super nerveuse, ce qui donne un aspect surhumain, voire Dragon Ballesque, à la chorégraphie de la joute. Par ailleurs, la transformation de Ryuko, grâce à Senketsu, a pour transition une séquence de métamorphose qui parodie les Magical Girls. Ces transformations sont très présentes dans cet anime, mais elles sont raccourcies, sauf quand c'est une transformation marquante, afin d'économiser du temps d'animation. Également, Ryuko finit ses adversaires en leur enlevant leur volonté de combattre, ce qui est visuellement montré par la perte de leurs vêtements, donc de leur armure dernière défense. Le visuel est donc très important, car il permet de mettre en scène l'histoire de cet anime. Maintenant, attardons-nous sur quelque chose de plus joyeux, de plus festif, la comédie. Ah oui, parce que je vous l'avais pas encore dit, cet anime est tragicomique. Le comique est principalement visuel ici. Il y a un gag récurrent avec l'ami de Ryuko, Mako, qui fait des gestes saccadés et rapides pour faire du comique de gestes, alliant économie d'animation et humour. L'autre principal moyen humoristique est la répétition, que cela soit un geste ou un plan pour créer un effet comique. Également, les titres sont utilisés pour créer de l'exagération ainsi que du brisage de quatrième mur. Ces éléments ont une existence propre car ils peuvent avoir une taille, une animation différente, jusqu'à même s'accaparer l'écran. Pourtant, ce qui est le plus frappant, pour aller dans cette idée, c'est le fait que cela fait partie de la diégèse, puisque les titres sont en interaction avec les personnages. Le quatrième mur est brisé pour le spectateur, mais pas pour les personnages. Le comique est parsemé durant toute l'œuvre grâce à des mimiques humoristiques. En opposition avec des personnages mignons, comme Mako, ou des animations légères, cet anime peut montrer une autre facette beaucoup plus sombre. Il y a justement un opposé maléfique de Mako avec le personnage d'Harume Nui, qui est aussi un personnage candide, dont même le nom signifie peluche. Mais elle torture, tue, maltraite comme une psychopathe. Cela donne un aspect très malsain aux scènes,
notamment à cause de la musique oppressante liée à ce personnage. Pour rester dans le malsain, parce qu'on y est bien, la première rencontre entre Ryuko et Senketsu ressemble à un viol entre une fille et un vêtement, ce qui donne un aspect glauque à leur relation. À un moment, Ryuko se transforme en monstre foudrage, ce qui donne un humanoïde difforme qui a fusionné avec une arme, une espèce de zombie. Elle s'en voudra d'être devenue cela, de ne pas pouvoir contrôler ses émotions. La monstruosité sert avant tout à représenter le danger ainsi que caractériser certains personnages. Une autre particularité esthétique de Kill la Kill est son utilisation de l'audio. La musique sert souvent à accompagner une scène. Ici, elle donne du peps aux scènes d'action, ou donne un côté glauque à d'autres, comme celle avec Harume Nui. Mais son utilisation la plus pertinente est quand l'anime joue avec. L'absence de cet artifice donne un ton sérieux ou de la tension à certaines révélations. Pendant un combat, le plus intéressant n'est pas quand il y a une simple musique de fond, mais quand deux musiques liées à des personnages fusionnent pendant leur affrontement. Le combat se poursuit même dans la bande-son. La musique est donc dans cette œuvre un élément qui magnifie les scènes. Maintenant, attardons-nous sur les thèmes de l'anime. Les personnages sont tous intéressants, ils sont tous différents, ils ont tous leur personnalité propre. Par exemple, Gamagori du Conseil des 4 est loyal, froid et c'est un protecteur de Satsuki. Mais à l'opposé, Mako est un personnage plein de vie, candide, qui ne se soumet pas à l'autorité. De base, on les identifie, mais ça ne suffit pas pour s'y attacher. C'est pour cela qu'on nous montre le passé de presque tous les protagonistes. Pour cette raison, le seul OAV de la série est utile, car il développe un personnage sous-exploité de la série. Cela est souvent fait via un flashback, toujours en lien avec deux personnages afin d'être plus rapide dans la narration et créer des liens entre eux. En plus de cela, les personnages évoluent, que cela soit en termes de force, tout le monde devient plus fort, tandis que Ryuko apprend à maîtriser Senketsu, ou en termes d'accomplissement. Mais pour parfaire cette analyse des personnages, il faut étudier l'univers dans lequel ils vivent. Cet anime est un exemple parfait d'un univers loufoque et cohérent. Oui, un univers peut paraître bizarre et n'est pas obligé d'être réaliste, mais il doit être cohérent dans la logique de son univers. C'est pour cela que le background tourne autour des vêtements. Ryuko a une lame de ciseaux comme arme, c'est l'instrument qui permet de les couper. Donc, c'est cohérent, il y a aussi des pouvoirs liés aux habits. Mais il faut également que cela soit un monde fort et intéressant. L'auteur commence par nous installer le fait qu'Hitler a existé, donc cet univers est soit notre univers, soit un monde proche, puisque ce sont les mêmes continents. Mais il a aussi sa propre histoire. Les vêtements ont leur histoire spécifique. Il y a un climat et des tensions politiques bien définies et qui ne sont pas les mêmes que dans le monde où nous vivons. L'univers de cet animé est la clé de voûte qui maintient le tout fermement. Cet univers transmet le message principal de cette œuvre, qui est de combattre l'oppression. Le fait d'uniformiser les vêtements a pour but de formater les esprits des étudiants. En outre, le système de l'académie est oppressant envers ses élèves à cause de la hiérarchie, de ce climat de soumission envers Satsuki qui met une séparation entre deux mondes, l'académie et le reste du monde. Tout oppose ces deux parties. L'une est pauvre et vue comme inférieure et pervertie, et l'autre, riche et vue comme divine et sainte. Le premier est représenté principalement par Ryuko et les Nudisto Beach, face à l'académie Onoji avec à sa tête Kiryuin Satsuki et son armée en uniforme Goku. On nous montre donc un monde régi par ce système totalitaire hautain que nos protagonistes essayeront de détruire, que cela soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Pour conclure, Kill la Kill parodie de nombreux genres, sous-genres avec talent, tout en y introduisant un nouveau sens, ce qui pourrait paraître comme un hommage. Cependant, s'il suffisait de faire des références pour être intéressant, ça serait très facile. Cette œuvre dépasse ce stade grâce à ses propres qualités. Que cela soit une inventivité visuelle qui permet de faire passer des messages ou créer des émotions, ou encore un univers original qui permet de créer des personnages intéressants et des enjeux forts. Cet animé transcende le stade de simple parodie. Kill la Kill est une œuvre à part entière, car elle se construit sur des bases qu'elle a elle-même érigées. Donc voilà, l'analyse est terminée. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à suivre la page Facebook. Mettez des commentaires constructifs, que cela soit négatif ou positif. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et lisez des mangas!